Bonjour Anne qui vient de nous rejoindre. Il y a un petit écho au niveau des micros. Tu nous vois bien, tu nous entends bien? Ok, super. Alors, voilà, l'enregistrement a commencé, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Coucou à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, on est là pour parler de ce sujet, l'écoute. L'écoute en général, vous avez vu qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour l'écoute active, l'écoute empathique, l'écoute totale, etc. Enfin, il y a beaucoup de termes qui vont décrire un petit peu l'écoute. Et on est là pour en discuter aujourd'hui ensemble, pour partager aussi. Pourquoi je dis partager? Parce que l'idée, dans ces tout petits groupes où on est ensemble, c'est de pouvoir en profiter pour que certaines, vous puissiez à la fois témoigner, mais aussi poser vos questions, qu'on puisse y répondre, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est l'idée, c'est l'esprit du village de partager et de contribuer. Donc, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai envie de commencer par vous poser une question. Donc, vous, en tant qu'accompagnante et aussi en tant que personne, là, on va commencer par la partie professionnelle. L'écoute, pour vous, à quoi ça sert? En quoi c'est utile? Pourquoi on s'intéresse à l'écoute aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me dire? Donc, allumez vos micros, répondez librement, s'il vous plaît. Caro, on ne t'entend pas? Ah, c'est intéressant. Excusez-moi, je n'avais pas déverrouillé mon micro, je n'avais pas vu. Je suis bien désolée, ça fait 3 minutes que je parle toute seule. Et en plus, vous ne répondiez pas, bande de coquines. Bon, voilà, c'est parce que j'avais du bruit, mon téléphone sonnait à côté, donc j'avais coupé mon micro. Désolée. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de l'écoute. Vous avez vu que dans l'écoute, il y a plusieurs termes, expressions qui sont utilisés, que ce soit écoute active, écoute empathique, écoute bienveillante, écoute totale, etc. Effectivement, il y a plusieurs termes. Mais moi, pour commencer, j'ai envie de vous demander, donc en tant qu'accompagnante ou future professionnelle de l'accompagnement, pourquoi ce sujet il est important? Qu'est-ce que ça permet l'écoute? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Allez-y, ouvrez vos micros et répondez librement. Merci. Oui, donc selon moi, l'écoute, ça permet d'être à 100% avec la personne, permet d'entendre la personne, d'entendre le verbal et le non-verbal, de pouvoir écouter des choses, des mots qu'elle va pouvoir prononcer et de pouvoir après lui répéter et qu'elle puisse aussi l'entendre parce que parfois on ne s'entend pas. Et il y a des choses qui peuvent résonner. Ça permet de pouvoir faire des prises de conscience. Oui. Et ça permet aussi, selon moi, l'alliance thérapeutique parce que quand on se sent écouté, c'est déjà, on est déjà avec l'autre, on accompagne. Donc, tout à fait. Et effectivement, Carole, tu as dit déjà plein de points essentiels. Ta réponse, elle est très riche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à autre chose et qui voudrait rajouter des éléments? Pourquoi on parle de l'écoute aujourd'hui? Oui, Déborah, je t'en prie. Alors, moi, je pensais, pour compléter un peu ce que dit Carole, d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit, c'est peut-être aussi recueillir les besoins, identifier les besoins. Oui. Et dans ces besoins, essayer d'identifier aussi le besoin qui fait priorité pour savoir par quoi on va commencer, en fait. Tout à fait. Ça va être un outil, l'écoute à ce moment-là, va nous permettre en tant qu'accompagnante de pouvoir travailler finalement. Si je résume tout ça dans une globalité, de sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager quelque chose sur cette intro, sur cette question un petit peu de l'écoute? À quoi ça va nous servir l'écoute? À quoi ça sert l'écoute? Pourquoi on le fait? Pourquoi c'est important? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Moi, je voudrais
apporter quelque chose en plus. Je pense que pour la personne qui est écoutée, ça permet du coup de lui proposer un espace de libération de la parole, des émotions, et donc ça peut être aussi très thérapeutique dans le sens où c'est libérateur. Et voilà, simplement être écouté sans être interrompu avec des conseils non sollicités, tout ça, ça permet déjà à la personne de se déposer avec ce qu'elle vit. Et puis de là vont pouvoir émerger peut-être des pistes, des solutions auxquelles elle n'avait pas pensé avant. Mais déjà d'avoir déposé quelque chose, ça va laisser la place pour qu'autre chose puisse émerger. Exactement, oui, en effet, la fonction de l'écoute, hein, cette dépose qu'on va faire. Chez les psychologues, par exemple, on appelle ça de la décharge émotionnelle. Ça a une fonction très importante, effectivement, pour toutes les raisons que tu viens de citer. En effet. Donc là, déjà, en 5 minutes, vous avez vu tout ce qu'on a dit sur l'écoute et donc à quel point c'est essentiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter? Parce qu'on n'a peut-être pas pensé à tout, bien sûr, ou partager, ou témoigner de quelque chose. Vous n'hésitez pas. Hein. Ok, et à l'inverse, du coup, si dans notre posture professionnelle, on parlera du perso tout à l'heure, du contexte différent quand on est dans le perso. Là, on est sur la part pro. Et à l'inverse, à votre avis, quand notre posture professionnelle n'est pas... Oui, ça fait partie de l'anamnèse, exactement. Quand notre posture professionnelle n'est pas la bonne, on va dire, et qu'on passe à côté de l'exercice, qu'on n'est pas dans l'écoute, soit parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, on n'était pas peut-être formé à ça au départ, ou on n'était pas disposé ce jour-là au calme avec nous-mêmes, etc. Quand on passe à côté de l'exercice, à l'inverse, c'est quoi les risques? Quand nous, en tant qu'accompagnante, on se rate au niveau de l'écoute, comment ça se passe? C'est quoi les conséquences de ça sur la personne qu'on accompagne? Est-ce que vous arrivez à voir ou est-ce que vous l'avez déjà vécu? Oui, Déborah, vas-y. Le risque pour moi, c'est qu'on ne soit pas sur le même pied d'égalité quand on est Ouais. C'est-à-dire que le professionnel prendra le dessus sur la Par personne exemple. qui est écoutée, Oui. et elle se sentira encore plus en dessous en attendant en fait d'absorber tout ce qu'on va pouvoir lui dire, alors que c'est vraiment les vases communicants, c'est-à-dire que nous on apprend aussi dans l'autre sens. Exactement. C'est important pour moi de rester au même niveau, quoi. Alors c'est justement parce qu'on est en posture basse ou posture neutre et qu'on écoute, donc pendant qu'on écoute, on se tait, que l'autre va pouvoir parler, en effet. Mécaniquement, déjà, c'est ça, effectivement. Donc, si on veut que l'autre parle, nous donne des informations, nous dise de quoi il a besoin, parce qu'effectivement, nous, on va avoir besoin de ces informations-là si on accompagne la personne ensuite, il faut un espace de parole. Effectivement. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, le fait de ne pas avoir les infos, que la personne qu'on va accompagner n'ait pas eu cet espace de parole, qu'est-ce que ça donne derrière pour notre accompagnement? Et du coup, ça fait que la personne, elle peut avoir tendance à ne plus avoir envie de se confier si elle sent que elle n'est pas entendue. Et du coup, le lien de confiance entre les deux personnes, celle qui vient pour être soutenue et celle qui est là pour la soutenir, ne va pas pouvoir se développer. Et du coup, le lien est défaillant quelque part. Exactement. Et qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui va nous manquer? Qu'est-ce qui peut nous manquer si notre posture d'écoute n'est pas la bonne? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les conséquences? Alors, négatives, je parle là. Oui, je vois. Alors, ce qui peut nous manquer, du coup, c'est des informations. Et quand il nous manque des informations, c'est quoi les risques derrière? Et c'est l'interprétation, alors que on va se faire une idée alors qu'en fait c'est pas ça. Exactement. On a des risques donc déjà de ne pas avoir les infos dont on a besoin pour pouvoir travailler derrière. Et puis notre cerveau naturellement va remplir les cases vides. Donc les informations, même inconsciemment, qu'on va venir incrémenter
dans le contexte, ça risque d'être les nôtres, celles qui ont été générées par notre cerveau. Alors, il y a eu un petit message, il y avait écrit coucou, je vous ai fait peur. Je suis désolée. J'ai voulu lire le message et j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors, pas de fidélité, risque de mauvaise pub par manque d'écoute. Alors, effectivement, en résumé, quand on n'est pas bonne, nous, en tant que pro accompagnante, sur notre posture d'écoute, on risque de se foirer complètement. Voilà, en résumé de chez résumé, hein, le risque, au final, c'est ça. Donc, c'est un outil dont on va avoir besoin à différents niveaux, et vous l'avez toutes dit, pour reprendre les principaux éléments. Notre posture d'écoute, elle est nécessaire dans notre profession, donc pour pouvoir recueillir les informations de base, c'est-à-dire savoir pourquoi la personne souhaite se faire accompagner. Hein, si vous n'avez pas ça, quand même, vous pouvez passer à côté de l'exercice. Pour établir aussi, on en a parlé, une connexion avec la personne que vous accompagnez. Là, il y a le mot de confiance tout à l'heure qui a été évoqué. Oui, c'est important que la personne, elle sente qu'elle est en confiance. Et si elle est en face de quelqu'un qui n'a pas cette posture d'écoute professionnelle, ça va gêner évidemment le moment dont vous avez besoin, vous en tant que pro également, pour faire votre travail derrière. Donc, ça permet de recueillir des informations essentielles dont vous avez besoin pour faire votre accompagnement, d'établir la connexion. Au sujet de l'interprétation, warning là-dessus, c'est vraiment quelque chose dont on doit faire attention. On doit constamment se surveiller en tant qu'accompagnante. C'est notre nature humaine d'interpréter, puisque on a horreur du vide et notre cerveau, qui est une super usine à gaz, va mettre des infos là où il y a des cases vides. Bon. Donc, on doit absolument être capable de s'observer, de se surveiller sur l'interprétation. Et du coup, quand il nous manque une info, d'être capable de faire un questionnement de précision. D'accord ? Tous les hommes sont des connards. Qu'est-ce que vous répondez à ça en séance ? Qu'est-ce que j'ai dit là ? Qu'est-ce que j'ai donné comme info ? Quelqu'un a une idée ? Alors ça, c'est une généralité. Qu'est-ce qu'on en fait des généralités ? J'y arriverai jamais. Je suis nulle, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Un On peut indice, hein ? questionner. Oui, questionner, voilà, c'est ça. On était sur le questionnement de précision. Vous avez une idée un petit peu de la formulation, tout ça ? Est-ce que vous connaissez un peu ça ? De faire reformuler. Ouais, du coup, tu fais comment ? Tous les hommes sont des connards. Qu'est-ce que vous entendez par connard ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Exactement. Voilà, essayer d'aller Exactement. poser sur la source, quoi. C'est ça. Demandez à la personne, hein, pour comprendre ce qu'elle dit à ce moment-là, vous avez absolument besoin d'informations supplémentaires. Donc, toutes les généralités sont des contre-vérités. Hein. Tous les hommes sont des connards. Est-ce que c'est vrai ? Non. J'y arriverai jamais. Est-ce que c'est vrai ? Comment tu as fait avant ? Etc. Donc, c'est de la croyance limitante, etc. Du coup, l'idée, effectivement, sur toutes ces situations-là, c'est de pouvoir poser ce que j'appelle le questionnement de précision pour que vous ayez les informations. D'accord ? J'ai eu des mauvaises expériences, voilà, j'ai enchaîné, voilà ce qui s'est passé dans ma vie et aujourd'hui, je suis blessée. C'est ça la vérité. Vous voyez ? Toujours pour être sur du factuel, le plus factuel possible. Ce qui évite les interprétations et ce qui va vous permettre de travailler en adéquation avec les besoins de la personne que vous accompagnez. On vient de parler d'un piège important sur l'écoute. Voilà. N'hésitez pas, quand les personnes vous parlent, à prendre des notes pour éviter de les interrompre pendant qu'elles parlent.
pour bien avoir noté les points essentiels qu'elle a dit. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses, de petits mots-clés que vous allez entendre et vous allez avoir besoin de revenir dessus pour faire un questionnement de précision, souvent. Et si vous ne notez pas, ça se perd dans le fil des idées, on ne peut pas revenir dessus souvent. Mais chacun sa technique. Après, hein, vous faites ce qui vous va. Hein, il y en a certainement d'autres, des techniques. Voilà. Donc, on parlait de l'écoute. Les fiches prises dénotées, on peut les conserver. Les prises de notes, oui, vous pouvez les conserver. Là, il y a une question de Marion. Est-ce que je garde mes notes? Oui. Sachez, évidemment, j'ai l'impression, Marion, qu'il y a ça sous ta question, c'est... je réponds du coup à la question que j'ai compris, mais tu précises si ce n'est pas ça. Tout ce que vous notez de la part de vos clients, tous vos échanges sont du confidentiel professionnel. Donc effectivement, vous devez faire en sorte que ces documents, que vos prises de notes ne soient pas laissées accessibles à n'importe qui. Donc vous devez avoir une gestion de vos prises de notes pour pas que quelqu'un puisse tomber dessus, effectivement. Donc soit vous anonymisez vos dossiers. Par exemple, moi je mets que le prénom sur mes dossiers et un symbole, je fais un dessin. Voilà. Donc Inès avec une étoile, bah, je sais qui c'est. Sophie avec un soleil, voilà, je sais qui c'est, je ne me trompe pas de personne, mais il n'y a pas de nom de famille sur mes dossiers papier, par exemple. Oui, c'est exactement ça. J'avais bien compris la question. Super. Et si je peux me permettre d'expérience antérieure sur la prise de notes, oui. Je trouve que c'est certainement un préalable que vous allez toutes, mais bien penser à expliquer à la personne ce pourquoi on prend des notes et le contenu des notes, parce que ça peut être hyper stressant pour eux de voir quelqu'un qui écrit sur nous, enfin, il faut se mettre à leur place, de dire mais qu'est-ce qu'elle écrit, qu'est-ce qu'elle emmène avec elle, qu'est-ce qu'elle se dit de moi. Et j'ai eu beaucoup parce que moi je suis infirmière puéricultrice, donc j'ai été dans plusieurs structures différentes, et quand on prend des notes pour le travail, il y a beaucoup de personnes qui en face disent mais vous écrivez quoi et ça vous sert à quoi, et c'est très anxieuse, et du coup ça peut couper le bien sûr. Dire, bah, du coup je parle plus parce que j'ai peur de ce qu'elle va noter. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors pareil, plusieurs cas de figure. Il y a des gens que ça gêne pas du tout, et il y a des gens que ça va gêner. Donc ça va être à vous de le sentir pour pouvoir rassurer la personne, pour mettre des informations en face, effectivement. Pourquoi je précise ça? Pour distinguer ce qui vient de votre client et ce qui vient de vous. Oui, parce que le piège aussi, c'est que des fois, nous, on n'assume pas. Donc si on a peur que la personne soit mal à l'aise parce qu'on prend des notes, c'est nous qui rayonnons ça. Hein. La peur, elle vient de nous. D'accord? Donc, bien faire la distinction pour gérer ça, tout simplement. Ça veut dire que quand vous échangez avec votre client là-dessus, avec votre cliente, si vous avez fait le tour de la question vous-même, que vous êtes au clair avec vous-même là-dessus et que vous savez pourquoi vous prenez des notes, ben, vous allez pouvoir en parler simplement avec une énergie qui rayonne la neutralité. Ça n'inquiétera pas la personne. Vous lui donnez une information dont elle a besoin et c'est super. Donc, évidemment, à chaque fois que vous n'êtes pas à l'aise sur un truc, eh ben, ça veut dire que oui, vous vous écoutez, mais l'autre aussi vous écoute. Il y a le langage verbal, là, il y a le langage non verbal. Et donc, de la même manière que vous allez entendre et ressentir le message de la personne, elle aussi. Voilà. Donc, votre état intérieur est très important. Donc, plus vous êtes hyper à l'aise avec votre pratique professionnelle, mieux c'est. C'est le cercle vertueux. Ça, c'est à la limite, c'est un autre sujet. Pour continuer, donc je vous ai récapitulé les points importants. Le second, c'est la dépose, ce qu'on appelle la décharge émotionnelle. Vous allez voir que parfois, dans les accompagnements, surtout au début, la personne, elle a vraiment besoin de parler et de se sentir écoutée. Et oui, ça, c'est utile à 200%. Hein, comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'était Déborah, rien que quand la personne se sent écoutée, ça fait un bien fou. Et effectivement, l'exercice est réussi à 200% quand vous êtes dans ce rôle-là, juste de la posture d'écoute, que vous respectez ce moment-là et que vous laissez la personne déposer. C'est ce qui fera qu'après, elle sera disponible pour son accompagnement. Si à ce moment-là,
vous avez un souci, je ne sais pas moi, de gestion du temps, de la séance, que vous vouliez faire tel programme, que vous sentez que ça ne va pas, c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir aussi s'adapter au rythme de la personne, de ce dont elle a besoin. Si au début, elle a plus besoin de venir déposer, ben, c'est normal et le rôle que vous jouez à ce moment-là est fondamental. Pourquoi je vous dis ça? Pour pas qu'on minimise ce moment où vous avez l'impression finalement de rien faire, où vous avez prévu un super programme, vous avez bien préparé vos séances et tout, et où en fait, ben, la personne, juste être là et se sentir entendue, elle est, mais derrière, elle est super bien. Donc si vous savez le faire, ça, c'est super important de le voir et de l'utiliser. Et comme tu disais, je crois que c'est Déborah, si malheureusement on ne perçoit pas ça et qu'on enchaîne avec du conseil, alors là, la cata, hein, parce que la personne, elle n'a pas demandé de conseil à ce moment-là, puisque, enfin, voilà, une personne qui a, tu parlais de conseils non sollicités, donc c'est exactement le terme, donc les moments de décharge émotionnelle doivent être respectés comme tels, c'est de l'or. Voilà. Quand vous faites ça, parfois, sur le moment que vous avez avec la personne, il y a 70% du boulot positif qui est fait. Voilà. Le reste, ça va être comment elle s'est sentie, comment vous l'avez accueillie en début de séance, est-ce que vous avez repris un rendez-vous derrière pour que ce soit plus pratique, enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette écoute, elle n'est pas à minimiser. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou intervenir sur ce point en particulier, sur ce moment d'écoute sacré, on va dire? Ok. Vous n'hésitez pas, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, hein, je surveille pour pouvoir être en interaction avec vous. Donc, notamment en début de pratique, ça peut être un peu difficile de se forcer à écouter, dans le sens où vous n'êtes pas là à ce moment-là pour intervenir, pour faire vos preuves, pour prouver que quoi. En fait, au moment où la personne se sent écoutée, c'est formidable, vraiment, je vous le dis. Que ce soit au travail ou, du coup, transition, je vous ai dit qu'on parlerait tout à l'heure du privé. Je vous en parle parce que souvent, on se fait piéger et puis on va faire une digression entre les contextes privés et les contextes professionnels. Et notamment sur l'écoute, ça peut vous impacter négativement au niveau de votre légitimité professionnelle. Je m'explique. Ça vous est certainement arrivé d'être en posture d'écoute ou d'être en posture de la personne qui a envie de partager un moment difficile avec sa meilleure amie et où le fait de lui parler de ce qui vous arrive, où vous en avez gros cœur, c'est bien de trouver quelqu'un qui est empathique, qui va vous comprendre et qui ne va pas vous donner de leçons en échange, vous parler d'elle, ah bah c'est comme moi, ceci, ou vous dire ce que vous auriez à faire. Donc vous le sentez bien, quand vous pouvez parler à quelqu'un ou quand quelqu'un peut vous parler, dans la sphère privée, je parle, et ben c'est génial. Et de la même manière, si vous ou la personne, vous allez vers du conseil non sollicité, là, par contre, ça peut carrément gâcher le moment. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Bon. Donc, en résumé de chez Résumé, en fait, un conseil non sollicité, c'est quelque chose qui est vrai, donc qui est à éviter, que ce soit dans le privé ou dans le pro. Souvent, quand on n'est pas encore accompagnante professionnelle, dans le privé, on a l'envie d'aider les autres, parfois le complexe du sauveur qui tape facilement, etc. Et aussi notre posture de victime qui peut se manifester, où on a besoin de l'autre aussi. Et tout ça, ça va faire qu'on vit des événements parfois un peu souffrants. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes en posture pro, tout ça, vous ne l'avez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, j'accompagne des personnes comme vous, en accompagnement périnatal, qui ont été vraiment remuées, impactées par des situations privées,
notamment vis-à-vis d'enfants, des tout petits dans une sphère privée, où elle voyait des choses et où ça venait remuer à l'intérieur, hein, ça vient faire écho, on dit. Et quand on est dans la sphère privée et qu'on est avec des amis, etc., on n'est pas là en posture pro d'accompagnement. Donc, vous pouvez avoir ressenti des émotions où vous vous sentez un petit peu frustré, avec des émotions comme ça qui peuvent être très intenses et très désagréables. Ce que je veux vous dire, c'est que ça, dans le pro, votre posture pro, normalement, vous protège de ça, dans le sens où le cadre de la séance, hein, vous avez une personne qui vient vous voir avec un besoin, avec une demande, et vous allez pouvoir y répondre. Et donc ça change tout. Je laisse un petit peu de place si vous voulez interagir. Pourquoi je vous raconte ça? Pour pas que ce que vous ayez vécu dans le privé vienne impacter ce que vous pensez de vous d'un point de vue professionnel. Dans un cadre professionnel donné, vous allez pouvoir favoriser des éléments de votre accompagnement qui font que cet accompagnement sera réussi. Voilà. Donc, l'écoute en fait partie, oui. Ok, j'ai cru que quelqu'un voulait intervenir. Donc, l'écoute en fait partie. Et alors, pour celles qui l'ont expérimenté ou pour vos futurs accompagnements, vous verrez à quel point ça fait une différence. Et je tenais à vous le dire aujourd'hui pour que vous ne fassiez pas, du coup, le lien. C'est-à-dire, je me sens en incapacité en situation privée et je risque, en fait, d'avoir peur, du coup, d'être en incapacité en situation professionnelle. Et donc, je voulais vous dire que les contextes sont totalement différents. C'est ce qui fait la magie de l'histoire. Parce que l'avantage quand on fait ce métier, c'est qu'on va pouvoir accompagner correctement les gens dans un cadre déterminé qui est fait pour ça. Et qui nous fait très plaisir du coup. C'est vraiment auto-positif, hein, c'est un cercle vertueux. Je regarde si quelqu'un veut intervenir. Ok, donc tout ça pour vous dire que l'écoute, même si on croit que c'est rassurant, merci. L'écoute, même si on croit que c'est quelque chose de naturel. Là, je vous parle, j'ai appris à parler quand j'étais petite, voilà, je sais parler. Certes, en fait, ça s'apprend. Voilà. La façon dont vous allez interagir avec les personnes, les mots que vous allez utiliser, les phrases que vous allez utiliser, les questions que vous allez poser, et parfois vos petites expressions qui se glissent un petit peu sans faire exprès dans le texte, vont influencer votre séance. Donc, de la même manière que la posture d'écoute, elle s'apprend, l'animation de la séance aussi. Et donc, pour rester sur l'écoute pour aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, et je fais en sorte de garder de la place pour qu'on puisse échanger librement avant la fin de cette session-là, ce que je voudrais vous dire, c'est que peu importe comment on va appeler cette posture d'écoute, de manière globale, votre écoute, elle va être un peu tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, une posture qui est neutre ou ce qu'on appelle aussi la posture basse. Une posture neutre ou basse, hein, c'est la même chose, c'est quand vous êtes d'égal à égal avec la personne, que donc vous n'êtes pas dans un relationnel où il y a le dominant et le soumis. C'est-à-dire vous n'êtes pas dans un schéma parent-enfant. Adulte à adulte. Voilà, posture de neutralité ou légèrement posture basse. La posture basse, c'est quand on laisse vraiment la personne, du coup, s'exprimer. Hein. Quand vous sentez qu'il y a besoin, que des fois, il y a des personnes qui ont des tempéraments où elles vont moins oser, vous pouvez encourager la parole grâce à votre posture, grâce à votre attitude et surtout, en vous taisant. Ça paraît bête dit comme ça, mais des fois, quand on est stressé, j'ai vu des situations comme ça, c'est pour ça que je vous le dis, on peut avoir tendance à meubler la séance en parlant beaucoup et en laissant même pas le temps aux personnes de répondre. Hein, je l'ai déjà vu. Voilà, en début de carrière. Voilà. Donc, cette posture d'écoute,
Voilà ce que c'est neutre ou bas. Ensuite, quand vous écoutez la personne de manière ce qu'on appelle totale, c'est quand vous la laissez vraiment dérouler et vous lui montrez des signes d'attention que vous l'écoutez, mais sans la couper, sans intervenir. Donc, par exemple, quelqu'un est en train de me parler, de temps en temps, je prends des notes et je la regarde. Je regarde pas par la fenêtre, il y a qu'elle que je regarde ou ma feuille, principalement elle, et je lui montre des signes de mon écoute. C'est-à-dire, je peux hocher de la tête, je peux dire aussi oui, ou un mot comme j'entends. Vous pouvez dire aussi je comprends. Quand vous prenez vos notes, vous pouvez dire je comprends. La personne, voilà, vous êtes en train de lui dire que vous comprenez ce qu'elle vous dit. Et si vraiment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez vous permettre de poser une petite question de précision. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vouliez dire à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ou il y a quelqu'un qui a écrit, on lui demande pourquoi. Oui, on peut aussi demander pourquoi pour elle, ceci ou cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions là-dessus? Parfois, laisser des silences, il peut venir de belles choses dans l'émotionnel ou la parole. Oui. En fait, les idées d'une personne, quand elle vous parle, et vous c'est pareil, elles viennent au fur et à mesure. Et si vous enchaînez derrière rapidement, ça ne va pas laisser le temps parfois au fil de pensée de se dérouler et à la parole de venir, parce que la parole est plus lente aussi que le fil de pensée. Effectivement, donc techniquement, c'est hyper important d'être capable de laisser des blancs, des espaces de respiration. Où vous attendez 2-3 secondes, vous regardez la personne et souvent elle reprend. Voilà. Donc ça encourage effectivement la parole, la dépose. Donc, au sujet de l'écoute, donc, je vous ai résumé un peu les points importants tout à l'heure. Donc, on a parlé à faire attention de ne pas interpréter, savoir poser des questionnements de précision. Il y a un terme qui a été évoqué tout à l'heure, qu'il faut que je vous en parle, c'est très important, c'est la reformulation. Il y a quelqu'un qui en a parlé rapidement. Quand on parle de reformulation, tiens, j'ai envie de donner la parole à quelqu'un qui a vu ça normalement, puisque d'après ce que tu nous as dit dans ta présentation, qu'est-ce qu'on fait quand on reformule en écoute active, Carole? C'est quoi faire une reformulation à ce moment-là? Faire une reformulation, ça va être répéter ce que la personne a dit. On essaie au maximum de garder ses mots pour qu'elle puisse s'entendre et elle va aussi nous valider. Exactement. Est-ce qu'on peut faire un exemple ensemble, Carole, pour que tout le monde comprenne? Je vais jouer le rôle du client. Donc, je suis venue te voir, on est à 3 séances et je te dis, en fait, je réalise que je suis complètement obsédée par la vie de mon fils. Et effectivement, je comprends que ça pose problème. Et d'ailleurs, l'autre jour, bon, là, je suis en train de continuer, mais là, non, tu me coupes et vas-y, je te laisse reformuler. Alors, pardon, Caroline, parce que j'ai été un peu parasitée. Il y avait des bruits et ça coupait. Je ne sais pas si tout le monde c'est pareil. Désolée. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Sinon, vous nous dites. Hein. Oui, mais alors, il y avait, en fait, il y avait une phrase clé dans ce que venait de dire la personne. Il y avait une phrase clé très importante. Quand la personne vous dit un truc que si vous l'aviez dit, mais par contre, quand elle va réentendre ce qu'elle a dit, clic, 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 la prise de conscience se fait, puis on avance. Est-ce que tu vois ce que c'était la phrase là-dedans? Oui. Donc, Caroline, si j'ai bien compris, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes un petit peu, reprendre votre terme, obsédé par la vie de votre fils. Obsédé. Donc, obsédé, ça représente quoi pour vous? Ce mot est un peu fort. Et voilà. Bravo. Tu as repris ce que j'avais dit. Quand les gens disent des phrases super fortes comme ça, c'est un cadeau super. Parce que, en fait, il y a des choses qui ne sont pas prêts à entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais petit à petit, les gens disent beaucoup de vérités, entre guillemets, de choses qui sont fondamentales pour leur accompagnement. Et quand vous êtes capable de répéter mot pour mot ce qu'ils viennent de dire, ils l'entendent.
Et le fait de l'entendre, hein, notre cerveau, c'est un exécutant. Le fait de l'entendre, ça permet l'évolution, ça permet de dépasser un blocage, ça permet d'apprendre à faire autrement, à avoir une autre vision, à avoir changé de lunettes, parce que on a vu un problème dont on n'avait pas conscience avant. Ça permet tout ça. Voilà ce que c'est la reformulation en écoute active. C'est super important. Est-ce que tout le monde connaît ça, cette reformulation-là, où c'est mot pour mot, hein? On ne change pas une virgule, parce que sinon, ça fait un effet bloquant sur la personne, si on change une virgule, parce que ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit. Et le cerveau, dans ces cas-là, il se met en opposition. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un veut nous partager son vécu, hein? Là, il nous reste entre 10 minutes et un quart d'heure pour échanger sur ce thème. Donc, je suis là pour répondre à vos questions, mais on est aussi là pour contribuer, pour échanger entre nous. Donc, allez-y, la parole est à vous. Et merci pour vos contributions. Merci d'avance pour vos contributions qui permettent ce moment aussi. Donc, encore moi, désolée. Caroline, je voulais juste intervenir rapidement. Quand tout à l'heure, tu parlais des signes d'acquiescement pour l'écoute, je pense qu'on est peut-être toutes, on fait la formation Cercle Maman-Bébé, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Nathalie, elle proposait ce geste-là quand on est tout en cercle. En atelier. Voilà, en atelier. Donc, je trouvais ça beau. Oui, c'est vrai qu'en atelier, on définit des gestes pour dire quand on a fini de parler, par exemple, et ça clôture son moment et ça passe la parole à l'autre. Effectivement, oui. Il y a des petits... voilà. En séance individuelle, on va plus être sur quelque chose d'un petit peu naturel, hein, ce qui vous vient en fait, ce qui vous vient naturellement quand vous écoutez attentivement quelqu'un, c'est bon, c'est la bonne chose. Voilà. Faites-vous confiance aussi là-dessus. Alors, je sais qu'on n'a pas parlé de tout en détail hein, sur cette notion d'écoute professionnelle principalement. Donc, n'hésitez pas à me dire les points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, ce qu'on peut détailler ou autre, hein, de profiter de ce petit moment ensemble pour ça. C'est fait pour ça, n'hésitez pas. Je me demande comment se préserver, très bonne question, en écoute active face à une démarche émotionnelle, à une décharge émotionnelle du client, quand ça nous touche profondément. Alors en fait, il y a deux parties dans ta question. Je vais répondre à la première puis à la seconde. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous êtes dans un contexte de séance d'accompagnement, vous n'avez pas le même ressenti que quand vous êtes témoin de quelqu'un qui vous fait part de sa peine. La posture professionnelle, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette partie-là, naturellement, elle va vous protéger. Hein, vous pourrez témoigner, celle qui pratique déjà, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des exercices où on est en formation et où si vous avez eu l'occasion de faire les exercices où il y a la personne qui fait la mise en situation, donc vous êtes l'accompagnante, il y a la personne qui joue le rôle du client et il y a la personne qui observe. Quand vous êtes en posture d'observatrice, vous allez ressentir l'émotion, vous allez ressentir la tristesse, etc. Quand vous êtes en posture d'accompagnante, hop, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes en train de capter les infos dont vous avez besoin pour faire un bon travail et vous êtes capable de restituer à la personne en face. Donc ça, c'est le cas, j'ai envie de dire, classique que vous rencontrez dans votre pratique joie des oui professionnelle quotidienne, ou un petit peu comme par magie, votre posture professionnelle vous protège de ça. Quand il y a quelque chose qui fait écho, par contre, c'est différent, effectivement. Quand vous-même, vous avez eu des blessures, des souffrances, etc., et que c'est encore présent, effectivement, ça peut faire, en situation professionnelle, vous pouvez avoir un phénomène de résonance où ça va faire écho en vous et donc vous ressentez votre propre émotionnel à ce moment-là. Donc là, effectivement, on a dépassé le cadre pro, il y a quelque chose, il y a une difficulté professionnelle pour vous à ce moment-là. C'est humain, ça existe et ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de s'en rendre compte. Sinon, vous ne pourrez pas le gérer. Donc, réussir à prendre du recul et à le voir, réussir à vous observer. Première chose, le voir. Si vous ne le voyez pas, vous n'allez pas pouvoir le gérer. Le voir. Et puis, trouver votre petit truc à vous pour
vous reconnecter à votre séance, si vous le pouvez. Par exemple, prendre une profonde respiration, hein, ce qui va vous permettre de prendre du recul, hein, de voir la scène aussi avec du recul. Donc, conscientisez votre état, où vous vous rendez compte de ce qui se passe et où vous allez pouvoir adapter votre posture professionnelle, vous allez pouvoir faire attention. Déjà, ça, c'est énorme. Et ensuite, ne rien faire de surhumain pour vous. Vous avez le droit de dire quand ça ne va pas, bien sûr. Et avant d'en arriver là, la plupart du temps, le fait de le voir, de prendre une respiration, voire donc 3 respirations profondes, de prendre le temps de vous remettre dans une situation professionnelle, de faire un switch, ça peut marcher. Par contre, ça va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si vous vous rendez compte qu'il y a des sujets comme ça qui tapent, ben ça va être quoi la suite? Ça va être à vous, hein, de venir clarifier ça chez vous, soigner ça pour que ça ne vienne plus faire mal. Ou alors, moi c'est une solution que j'ai choisie, il y a certains sujets en coaching que je ne vais pas traiter, que en coaching on peut tout faire, vraiment tous les sujets de la vie. Ben moi, il y a certains sujets où je réoriente les personnes vers des coachs qui sont spécialistes dans la question précise qui amène la personne. Voilà, j'ai choisi de faire des réorientations vers certains coachs spécialisés sur certains points parce que ça me permet de faire une pratique professionnelle qui se concentre sur mon cœur de métier, celui qui me plaît le plus dans mon périmètre professionnel. Donc, quand ça vous a touché profondément, derrière, vous avez ce qu'on appelle, vous avez un travail à faire. Voilà, pour venir en bienveillance, vous occuper de vous-même, venir soigner ce qui a besoin, hein, d'être soigné, pour que vous puissiez être en équilibre de vie, hein, pour être bien dans votre vie, sur tous les domaines de vie, au mieux en tout cas. Au mieux possible. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou témoigner par rapport à cette question? Moi, je pourrais raconter une petite histoire, mais je vais surtout rebondir sur ce que Caroline dit. Pour moi, c'est même sain que les choses nous touchent, parce que bon, là, c'est le lien direct avec les émotions. Et alors moi, je suis un peu fâchée avec le terme de gérer ses émotions, surtout quand on en parle pour les enfants, parce qu'on voit à quel point déjà en tant qu'adulte, c'est compliqué. Tout à fait. Et je pense qu'on aura beau développer 150 méthodes, il n'y en a aucune qui marchera. Et tant mieux, parce que c'est ce qui nous distingue de la machine qui fonctionne de manière automatique. On est un humain, on a des émotions. Et c'est bien, c'est que les choses nous atteignent. Alors effectivement, il faut savoir reconnaître cette limite où on se sent soi-même impliqué et qu'on va se sentir en danger et on sera plus professionnel. Donc effectivement, s'en rendre compte, c'est la première des choses. Mais moi, je me suis toujours dit professionnellement, c'est le jour où tu ne ressens plus rien qu'il faut arrêter ton activité. Parce que c'est le fait de ressentir des choses qui nous permet d'être dans l'empathie et d'être dans la reconnaissance de ce que peut vivre l'autre. Donc c'est un équilibre à trouver, mais je trouve qu'on s'auto-flagelle beaucoup en se disant mais c'est pas normal que là ça m'atteigne autant, et comment je vais accompagner cette personne si moi tout ce qu'elle me dit ça me met les larmes aux yeux. Ben non, c'est juste que là c'est votre limite sur ce sujet-là, vous allez le traiter après et vous serez à nouveau disponible pour la personne. Mais le mettre complètement de côté, pour moi c'est très risqué. Ça veut dire que vous avez un écran noir et vous voilà. Alors, par contre, ce qui est vrai, hein, c'est que l'émotionnel en séance, votre propre émotionnel, à partir du moment où vous avez ce phénomène d'écho, peut vous impacter suffisamment pour vous handicaper dans votre accompagnement de séance. Hein. Donc, je parlais bien de ça. Et il y a une grosse différence. Hein, ce que je disais, bien sûr, c'est que l'émotionnel, c'est humain. Par contre, le fait de ressentir et d'être impacté par nos propres émotions de tristesse, de douleur ou autre en séance, effectivement, là, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un indice. Hein. Voilà, on peut avoir de l'émotionnel, c'est l'écoute empathique.
où on comprend l'émotion de l'autre. Quand on la vit nous-mêmes, c'est quand même qu'il y a un switch qui s'est fait qui peut nous handicaper dans notre pratique professionnelle. Voilà. Pendant que tu parlais, Déborah, hop, je mets un petit mot sur le chat où je vous donne du coup les références, parce que là, on est en train de parler des émotions. C'est un sujet que j'adore et qui sert toujours. Donc, moi, le terme que j'utilise, c'est savoir utiliser ses émotions, effectivement. Pareil, je déteste l'idée de vouloir gérer. Non. Par contre, on a un petit peu oublié de nous livrer avec le mode d'emploi. Donc, il y a un truc qui est très bien pour ça, que j'aime beaucoup et que j'utilise pendant mes accompagnements, mais que je transmets aussi pendant des ateliers à thème. Donc, savoir utiliser ses émotions, ça, c'est la CNV, tout simplement, qui l'a démocratisé. Et l'outil par prédilection, c'est OSBD. Il s'appelle OSBD. Vous le retrouverez facilement. Je vous ai mis les mots-clés là. Vous pouvez le retrouver facilement si vous le regardez de votre côté. Le webmaster du mois de décembre de l'année dernière, il était sur ce thème-là, le dernier de l'année, il me semble. Vous pouvez le regarder en replay si vous le souhaitez. Et dedans, on voit à quoi servent nos émotions, quels sont donc leurs messages. Chaque émotion, elle arrive avec un message. Et elle a un rôle. Et du coup, on peut boucler. Et c'est assez génial. Voilà. Si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est un sujet génial. Voilà. Qui nous sert à tous. Enfants, grands, petits, perso, pro, tout partout. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture pour aujourd'hui ou un dernier partage ? Un dernier partage pour moi, concernant l'écoute, ça nécessite beaucoup de disponibilité et je voulais partager une astuce avec les filles. C'est que, par exemple, on peut être dérangé soit par il y a eu une dispute, un stress, une mauvaise nouvelle. Et avant la séance, c'est peut-être de désigner un objet dans la salle qui va représenter ça. Donc, en fait, on le dépose, on le met de côté de manière à avoir sa jauge de disponibilité à 100%. Donc, voilà, je voulais partager avec vous. Voilà. Oui, c'est super, Carole, ton idée est très bonne. Merci beaucoup. Quand vous avez besoin d'un retour au calme comme ça avant votre séance, parce qu'effectivement, la vie, elle est ce qu'elle est, et des fois, on est speed, ou on a accumulé des trucs. Il y a des petites techniques comme ça de retour au calme en 3 minutes. Donc, tu parlais d'un objet pour focaliser. Il y a aussi des visualisations. Moi, j'utilise une petite visualisation de retour en calme en 3 minutes où vous allez pouvoir faire votre déroulé et en vraiment 2 minutes top chrono, vous êtes passé d'un état de stress à vraiment quelque chose de très bas et de bien-être où vous allez pouvoir être disponible pour votre séance, effectivement. Ça, c'est important d'avoir ça dans sa petite trousse à outils pour soi-même, oui. Ah, cette visualisation, il n'y a pas de lien. C'est moi qui la fais et qui la donne en direct et qui la propose. Je vous la transmets quand il y a les ateliers à thème ou les formations. Et on pourra aussi la faire à l'occasion d'une masterclass. Voilà, ou se faire un rendez-vous. Voilà, je laisse les organisateurs prévoir un temps pour ça. Et sinon, vous regardez les visualisations, il y en a plein qui existent, qui sont proposées, que vous pouvez trouver aussi en libre accès. L'important, c'est de trouver celle qui vous convient. Mais c'est vrai que sur des thèmes spécifiques comme ça, c'est peut-être pas évident à trouver. Il faudra qu'on ait l'occasion de le faire lors d'une masterclass. On pourra le mettre sur un thème, sur un prochain thème, pour le faire ensemble. On appelle ça l'ancrage en sophro. C'est une forme d'ancrage, effectivement, et la visualisation, c'est un outil qui est utilisé, que ce soit en sophrologie, en PNL, en hypnose ericksonienne, qui fonctionne très, très bien avec nos cerveaux humains, dans le positif, parce que notre cerveau, il a certaines caractéristiques qu'on connaît bien aujourd'hui et qu'on utilise
Et grâce à l'outil visualisation, c'est vraiment génial tout ce qu'on arrive à faire pour faire baisser le niveau de stress et provoquer un niveau d'apaisement et de bien-être. Hein. C'est génial. Voilà les filles, on arrive à la fin du temps prévu et annoncé pour aujourd'hui, pour les masterclass. Donc, j'espère que vous avez eu des apports et des échanges intéressants aujourd'hui. C'est le but. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre participation qui contribue du coup à cet objectif. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois en petit comité pour des thèmes comme ça bien ciblés. C'est des moments que je trouve très enrichissants, de qualité, où on peut profiter ensemble d'avoir les questions, les partages. Merci infiniment pour ça. Et à très vite, à d'autres occasions sur le village et dans la cohorte. Merci. Merci. Merci beaucoup pour vos messages que je lis. Hein. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt.